Il a vite appris la fonction de président d'une commission parlementaire. Cela l'a conduit à la présidence de l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Vaillancourt. Bonjour, M. Morin. Vous avez siégé à la présidence de l'Assemblée pendant quelques mois, mais là arrivent les élections de 81. Vous vous représentez candidat dans Jonquière. Est-ce que la campagne a été bien différente de la première? Oui, elle était différente dans le sens suivant. C'est que tout d'abord, j'ai pas le même adversaire. J'ai le frère de mon ancien adversaire, qui était André Harvey. André Harvey qui avait été député de Chauveau-Charlebourg dans les années antérieures, qui était le frère de Gérald et qui a décidé de se présenter en 1981. Je ne sais pas si à ce moment-là, il demeurait à Jonquière ou non. Il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, mon macaron de campagne électorale que les gens portaient sur leur bourse ou sur leurs habits en 81 disait « Claude Vaillancourt, un gars du comté ». Ce qui voulait dire qu'on présumait que l'autre n'était plus du comté. C'est important, ça, en région? Bien, les gens, ils tiennent à ce que ce soit des gens de chez eux qu'ils élisent. Ils veulent comme employés, les 42 000 employeurs, ils veulent engager quelqu'un des leurs, et non pas un étranger. Alors oui, c'était important. À un point tel que le macaron disait ça, un gars du comté. Puis il y a aussi le fait que pendant 4 ans et demi, j'ai été très, très, très présent dans le comté. J'allais à beaucoup de soirées, comme je l'ai dit, du vendredi au dimanche, serrer des mains à tout le monde. Mes employeurs s'en sont rappelés. Et c'est pour ça que le 13 avril 81, au lieu d'avoir 9 000 de majorité, je pense que ça a monté à 12 000 ou 12 500 ou 13 000. Après l'élection, vous êtes reconduit président de l'Assemblée nationale. Mmh. Là, c'est une nouvelle législature. Est-ce que vous trouviez à ce moment-là des particularités à la fonction de président? Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il y a des exigences particulières, des contraintes, des grandes satisfactions d'être président de l'Assemblée? Ben oui, il y a une grande satisfaction parce que autant on est fiers que les électeurs de notre comté aient mis un X à côté de notre nom, mais on est fiers aussi lorsque 121 députés t'élisent unanimement président de leur assemblée. Puis quand tu as la confiance de tous les députés de toutes les formations politiques, il ne faut pas que tu trahisses cette confiance-là. Et c'est là que être impartial, c'est extrêmement facile. Être neutre, c'est extrêmement facile parce que tu veux garder la confiance que tes collègues députés t'ont témoigné. Mais quand j'étais président de l'Assemblée nationale, puis j'avais un doute, puis mon doute allait toujours en faveur de l'opposition. De telle sorte que j'ai eu une présidence qui à mon avis, n'a jamais été contestée parce que je m'entendais bien généralement avec l'opposition, puis généralement bien avec le parti au pouvoir, sauf qu'il est arrivé à quelques moments où il y a des gens qui venaient plus me voir à mon bureau pendant un certain temps ou une certaine journée parce qu'ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas contents de la décision que j'avais prise. Mais c'est pas arrivé souvent. L'arbitrage là, de la période de questions, c'est un exercice quand même assez ardu. On le voit à toutes les séances de l'Assemblée nationale. Avec votre expérience, vous avez été sur le banc de la présidence. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens pour rendre les échanges un peu plus harmonieux? Moi, je trouve que la période de questions, elle est là depuis que le système parlementaire britannique existe. Je pense qu'elle doit rester là. Je pense que c'est une façon absolument merveilleuse de contrôler le gouvernement, de vérifier ce que le gouvernement fait bien ou fait mal. En plus, nos séances sont télédiffusées depuis 1977 ou 1978.
c'est merveilleux. Mais est-ce que ça a amélioré le décorum, d'après vous? C'est Ben, arrivé durant votre période, ça? Oui, Clément Richard était président. J'étais député lorsque la télédiffusion a débuté. Moi, je pense que durant les premiers mois, en tout cas les premières années, oui, les gens se sont donné le mot. Je pense que ça s'est amélioré considérablement. Mais on est vite revenu à... C'est que vous voulez, la politique, c'est une confrontation. L'opposition veut atteindre le pouvoir un jour. Le gouvernement veut garder le pouvoir. M. Vaillancourt, à l'époque où vous étiez président de l'Assemblée nationale, le président avait ses appartements dans l'édifice du Parlement. Est-ce que pour vous, c'était un avantage ou une contrainte? En fait, c'était surtout une contrainte. C'était surtout une contrainte, puis à ce moment-là, je pense que le président n'avait pas le choix. Il n'y avait pas d'allocation de résidence pour le président. Il devait vivre à cet endroit-là. Ça faisait bizarre le lundi soir lorsque j'arrivais du comté de Jonquière pour venir à l'Assemblée nationale. Puis j'arrivais avec mes valises, mon linge tout propre, puis pour aller mettre ça dans mon garde-robe, puis que je rentrais dans la plus grande maison du Québec. Je rentrais par la même porte. Je me rappelle encore des couloirs que je prenais. Puis là, je voyais personne, un ou deux gardiens de sécurité qui étaient dans la bâtisse. Et puis, je travaillais là, je dormais là, à l'Assemblée nationale, puis je mangeais quasiment tous mes repas à l'Assemblée nationale. Donc, j'avais l'impression de toujours être au travail. Et puis, bien sûr qu'à l'occasion, je sortais en ville pour aller au restaurant, manger avec des amis, mais comme président de l'Assemblée nationale, je m'étais imposé de ne jamais aller manger avec des amis députés, à moins qu'il y ait des députés du Parti libéral ou de l'Union nationale qui soient présents. Comme vice-président, il n'y avait pas de problème. Je pouvais aller manger avec des amis. Mais ça va jusque-là, la neutralité et l'impartialité. Donc, j'avais l'impression, donc, de toujours être à l'Assemblée nationale. Je déjeunais à l'Assemblée, je dînais à l'Assemblée, je soupais à l'Assemblée, je couchais à l'Assemblée, puis je travaillais à l'Assemblée, de telle sorte que, pour moi, ce n'était pas un avantage, c'était une contrainte. Durant votre passage à la présidence, vous avez eu aussi la visite d'un couple un peu bizarre que vous aviez rencontré la veille, qui voulait un emploi, mais finalement, ils sont venus à vos bureaux et vous avez été obligé de faire venir la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un couple qui se présente à moi à la table au restaurant sur la Grande Allée, pas loin du Concorde, et puis on me reconnaît, je suis avec des amis, et puis ils veulent me parler. Mais je discute un peu. Je dis justement, demain, l'Assemblée nationale ne siège pas le matin, le mardi matin. Mais dans ce temps-là, on siégeait, je pense, le mercredi matin, mais pas le mardi ou le jeudi matin. Fait que je dis, venez à mon bureau, puis ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Ces gens-là, c'est un jeune couple, l'âge d'une vingtaine d'années, 25 ans maximum, très bien habillés, normalement habillés. C'était ça que le lendemain matin, on m'appelle dans mon cabinet pour me dire, M. Vaillancourt, il y a un couple qui voudrait vous voir, mais ils sont habillés d'une drôle de façon. Puis il y en a un qui a une épée. Je dis, ah oui, mais j'ai dit, demande leur nom. Ben oui, je leur ai donné un rendez-vous, il n'y a pas de problème, je vais respecter ma parole. C'était des gens corrects hier, ils sont corrects aujourd'hui. Puis je me disais, ben, il n'y a rien là, comme on dit dans le langage. Alors, les deux personnes sont arrivées. Il y en a un, le gars est habillé comme Davy Crockett, il avait l'air d'un aventurier. Il y avait une épée, effectivement. Et puis là, je les ai reconnus, je leur ai dit bonjour, mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Il n'avait pas l'air très, très, très naturel, normaux. Il y avait une épée, il demandait, il a cassé un cendrier dans mon bureau, je me rappelle, à ce moment-là, je fumais. Il a cassé un cendrier, puis il a mangé de la vitre devant moi. Il tenait des propos bizarres, puis la jeune fille ne disait pas un mot. Et puis le jeune homme disait, je veux que vous appeliez M. Lévesque, parce que je veux avoir un emploi, puis je veux avoir une automobile. Puis là, pendant tout ce temps-là, mon chef de cabinet, Antoine Drelette, entrait, sortait. Il n'empêchait pas mon chef de cabinet d'entrer puis de sortir. Il y a une de mes secrétaires, à un moment donné aussi, qui est entrée, puis elle est restée tout le temps là avec moi. Sauf que ils ne m'ont jamais menacé directement, mais je vois qu'ils ne sont pas normaux, je vois qu'il y a une épée, je vois qu'ils mangent la vitre, je vois qu'ils font des demandes plutôt bizarres. Ça fait que moi, je risque rien, je n'essaye pas de sortir.
Mais mon chef de cabinet, lui, pendant qu'il était à l'extérieur, rencontre M. Jalbert, Qui était le sergent qui d'armes. était le sergent d'armes de l'Assemblée nationale à ce moment-là, qui a fait toujours un très beau travail, mais surtout le 8 mai 1984, alors que je n'étais plus à l'Assemblée, mais que Caporal Lortie est entré pour tuer des gens à l'Assemblée nationale. Et là, il a compté, évidemment, à M. Jalbert ce qui se passait dans mon bureau, puis au lieu d'envoyer deux policiers ou 3 policiers, ce que j'ai appris, c'est que c'était une escouade de SWAT, en quelque sorte, qui avait... Anti-émeute. Anti-émeute, qui avait entouré mon bureau. Puis dès que je pense que le monsieur est sorti pour aller à la salle de bain, il s'est fait attraper par les policiers. Est-ce que la sécurité était trop ouverte pour moi? Bien, c'est-à-dire qu'elle était très ouverte. D'ailleurs, ça n'a pas été refermé immédiatement parce que sous Jean-Noël Lavoie, avant moi, sous Clément Richard, avant moi, avec moi comme président, il n'y a jamais eu d'affaires majeures, là. C'est sûr que ces gens-là n'auraient pas dû, cette journée-là, entrer à l'Assemblée nationale avec une épée. Mais l'épée, est-ce qu'ils l'avaient? Est-ce qu'ils l'avaient cachée? Est-ce qu'elle était visible? Probablement que les gens de l'Assemblée nationale, la sécurité, n'auraient pas laissé entrer ces gens-là s'ils avaient vu qu'ils étaient possesseurs d'une épée. Donc, je n'ai pas souvenance qu'il y ait eu de changements majeurs. Peut-être eu des petits ajustements, mais le principe, Maison des citoyens, Maison du peuple, est resté au moins jusqu'en 1984. En 82, vous avez soumis un mémoire pour soustraire l'Assemblée nationale, certains documents de l'Assemblée nationale à la loi d'accès aux documents publics. C'était quoi votre argumentaire? En fait, on a demandé plus que ça, mais on a demandé ça aussi. D'abord, on demandait, au nom de l'indépendance de l'Assemblée nationale, d'ailleurs qui va se confirmer dans une loi qui va être adoptée un petit peu plus tard, on se disait qu'on devait être soustrait à cette loi-là, que l'Assemblée nationale était en mesure, indépendante comme elle est, souveraine comme elle est, de déterminer elle-même, en toute indépendance, les documents qu'elle voulait rendre publics, puis les documents qu'elle ne voulait pas rendre publics. Autrement dit, on disait, on ne veut pas que vous nous imposiez quelque chose, on va se régler, on va se régimenter nous-mêmes. Et avez-vous des exemples là, de documents que vous souhaitez qu'ils restent confidentiels? Oui, c'est toute la correspondance échangée entre un membre de l'Assemblée nationale et le président. Et les réponses du président aux membres de l'Assemblée nationale. Et souvent, les députés m'écrivaient, monsieur le Président, un exemple, si j'applique pour telle affaire, est-ce que je peux tout de même rester député? À ce moment-là, moi, j'ai des conseillers juridiques, j'ai M. Blondin, il y avait Pierre Duchesne à ce moment-là qui était un cadre important. Puis je leur demandais des conseils, puis là, on répondait aux députés. Donc, il y avait une lettre du député au président, puis une réponse du président au député. Mais quel est l'intérêt de tout le monde de savoir la question que le député a posée au président? Pas comme député, comme président élu de l'Assemblée nationale. Lui, il est convaincu, les députés qui m'écrivaient à ce moment-là, il est convaincu que ça va rester confidentiel. Il est convaincu que quand il demande quelque chose au président, par écrit, puis que le président y écrit, que le président n'envoie pas les copies des lettres à ses concitoyens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez apporté une réforme de la loi de la législature sous votre règne de président de l'Assemblée. Il y avait beaucoup de choses là-dessus. Il y avait, entre autres, pour assurer l'autonomie du pouvoir de l'Assemblée. Quand je parle d'autonomie de l'Assemblée nationale, elle existe aujourd'hui, elle existe réellement. Le plus bel exemple, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale qui est représenté par des députés de l'opposition, du parti au pouvoir, toute proportion gardée, avec un président. C'est aujourd'hui, moi je me rappelle d'avoir été, je ne sais pas en quelle année, mais j'étais président, puis M. Parizeau m'avait demandé de me rencontrer parce qu'il demandait des compressions budgétaires à l'ensemble des ministères et aussi à l'Assemblée nationale. Je me rappelle, avec M. Blondin, Pierre Duchesne, mon chef de cabinet et moi, on avait été au bureau du ministre des Finances, le président de l'Assemblée avec les plus hauts fonctionnaires de l'Assemblée. On était assis devant M. Parizeau et ses sous-ministres, puis on négociait les coupures qu'on demandait à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas une grosse indépendance. Alors qu'avec
loi-là, qui a été adoptée en décembre 82 avec la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau adopte, le président il prépare avec ses fonctionnaires les prévisions budgétaires de l'année. Et puis ça, c'est approuvé par le bureau. Puis après ça, il n'y a pas d'approbation gouvernementale. Ça rentre dans le budget général du Québec, puis c'est pris à même le Fonds consolidé du revenu. Ça c'est de l'indépendance. Puis si on a besoin de prévisions budgétaires supplémentaires, parce qu'on a défoncé le budget, on ne va pas commander auprès du Conseil du Trésor, ce qui était le cas avant, c'est que le président soumet au bureau un projet de budget supplémentaire ou de somme supplémentaire, et si le bureau l'approuve, bien, ça rentre dans le budget de l'Assemblée nationale. Alors, c'est ça l'autonomie de l'Assemblée nationale, et puis c'est le bureau qui en est la meilleure preuve. Cette loi-là comprenait aussi, rendait incompatibles certaines fonctions avec le poste de député, avec la fonction de député. Avant, je n'ai pas mémoire de tous ceux qui ont pu être députés et conseiller municipal ou maire d'une municipalité, mais je sais, parce que j'en ai connu un, le maire de Verdun. Quand j'ai été élu député, le député de Verdun était aussi maire de Verdun. M. Lucien Caron. Lucien Caron. Or, mais ça, à partir de l'adoption de la loi de l'Assemblée nationale, tout ça, c'était impossible. Il y avait aussi le régime de retraite des Oui, députés. le régime de retraite a été changé aussi par la même occasion parce qu'il faut dire que le régime, lorsqu'on a été élu en 1976, puis les gens qui ont été élus en 1976 et en 1980, ils ont été élus sous un régime particulier et qui, je ne connais pas toutes les modalités, mais il fallait, à tout le moins, là, il fallait une condition sine qua non, c'était qu'il fallait être élu à l'occasion de 2 législatures pour un minimum de 60 mois de législature. Le député, évidemment, contribuait à son fonds de pension. Moi, compte tenu du salaire qu'il gagnait, il y avait un pourcentage qui était prélevé sur son salaire, mais cette pension-là était payable immédiatement au retrait de la vie politique du député, qu'il ait à ce moment-là 39 ans ou 43 ans, ou 68 ans. Je ne m'en rappelle pas exactement, mais je pense que cette loi-là a fait en sorte de dire qu'on n'aura pas le droit, même si toutes les autres conditions sont réunies, on n'aura pas le droit de retirer notre pension avant un âge bien précis. Gardez-vous des bons souvenirs de votre présidence à l'Assemblée nationale? Je garde des bons souvenirs, et comme député de Jonquière, et comme président de l'Assemblée nationale. C'est sûr que la fonction dont je suis le plus fier, c'est celle de député de Jonquière. Parce que je n'aurais jamais été président de l'Assemblée nationale si je n'avais pas été tout d'abord élu par mes 42 000 employeurs. Parce que c'est une condition sine qua non. Tu ne peux pas être élu président de l'Assemblée si tu n'es pas député. Autant j'étais fier d'être député, autant j'étais fier d'être président, oui. J'avais des difficultés avec une certaine partie du travail parce que j'étais un avocat, je n'étais pas un administrateur. J'ai fait mon cours de droit et non pas mon cours de comptabilité ou d'administration. Donc, il y avait les gens, ils s'imaginent que présider l'Assemblée nationale, c'est la période des questions. Puis c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale même, dans l'enceinte du Salon Bleu. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est la plus petite partie du travail de président. Le président, c'est aussi le ministre de l'Assemblée nationale. Il y a un sous-ministre aussi, mais au lieu de l'appeler sous-ministre, on l'appelle secrétaire général. C'était M. Blondin dans mon cas, mais c'était mon sous-ministre. Puis moi, j'étais le ministre de l'Assemblée nationale, mais les gens, ils ne savent pas ça. Fait que moi, la partie administration, c'était plus difficile pour moi, mais j'avais tellement de bonne équipe. Autant j'avais des affinités avec présider la période des questions, puis j'aimais ça. J'aimais même ça quand ça bardait un peu. Autant j'avais un petit peu plus de misère au niveau des comités, puis des sous-comités, puis des rencontres pour parler de ci, puis parler de ça. Ça, c'était un petit peu plus difficile. Mais on est passé à travers. Vous n'avez pas complété votre deuxième mandat jusqu'aux élections suivantes. Vous avez postulé un poste de juge
À l'époque, vous étiez toujours président de l'Assemblée nationale. Ça s'est ébruité et de l'opposition, évidemment, vous l'a reproché. J'arrivais d'un voyage en France ou en Belgique en décembre 1982, lorsque, en arrivant dans ma maison, mon appartement, l'Assemblée nationale, j'ouvre le journal du barreau parce que j'ai toujours gardé ma carte de membre du barreau et que je vois un poste de juge est ouvert dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément dans le district de Roberval. Roberval, c'est à peu près à 70 km de chez moi. Alors, je me suis dit, j'ai toujours voulu être avocat, puis je rêvais à devenir juge dans ma région. Et là, j'ai le journal du barreau qui m'annonce qu'on accepte des propositions, que les candidatures vont être confidentielles. Je remplis ma candidature, ma lettre de présentation au mois de décembre. Je pense que j'ai commencé dès ce soir-là à écrire ma lettre. Et la seule personne qui était au courant de ma démarche, c'est mon épouse. Et puis, là, je rencontre le jury. Et la première question qu'on m'a posée, c'est justement la question qui était sous-entendue en arrière de la vôtre. Vous avez votre chauffeur, probablement, et votre limousine qui vous attend en bas du Château Frontenac dans le stationnement. J'ai dit oui. Il dit, c'est le juge en chef qui me parle, de la Cour du Québec de l'époque. Il me dit, vous avez un bon salaire, vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous avez votre chauffeur, votre limousine, vous allez probablement être réélu dans Jonquière parce que c'est un coin assez nationaliste. Voulez-vous me dire ce que vous faites ici ce matin? Parce que c'était le matin. Et là, je vous ai dit l'histoire que je vous ai dit, c'est que moi, la politique, c'est un accident de parcours. Je voulais devenir avocat, j'aspirais à devenir juge, et là, j'arrive de Belgique ou de France, puis je vois ça dans le journal, puis c'est dans ma région, puis ils ne meurent pas des juges, puis les juges ne prennent pas leur retraite à tous les 5 ans, ils sont nommés à vie, puis moi, ça m'intéresse. Puis je dis, la limousine, puis ça, on va tout perdre ça si je suis nommé, ça ne me dérange pas. Comment ça s'est ébruité? Je ne sais pas, il n'y a pas eu d'enquête de fait là-dessus, mais c'est évident que dans mon milieu à moi, il y avait seulement mon épouse qui était au courant. Donc, c'est pas mon épouse, certain. Bien, au ministère de la Justice, là, la lettre qu'on envoie, on l'envoie à l'intention d'une personne, c'est personnel et confidentiel. Mais est-ce que d'autres personnes ont pris connaissance de ça? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Journal de Québec, avec Normand Girard en tête, a sorti cette nouvelle-là une journée. Puis, à ma grande surprise, puis évidemment, j'ai fait un saut quand j'ai vu ça. Je ne pensais jamais que ça serait rendu public. Mais vous avez démissionné, vous avez eu le poste de juge, vous avez démissionné comme président de l'Assemblée. Je ne sais pas ce qui s'est fait de l'un avant l'autre, mais vous avez gardé le poste de député jusqu'à oui, parce que pendant quelques mois. Oui, quand j'applique pour devenir... évidemment, j'aurais pu là, lorsque j'ai appliqué comme président pour devenir juge, j'étais président de l'Assemblée nationale. Là, j'avais deux choix. Ou bien je quitte la présidence parce que... et je demeure député et j'attends le rapport du jury qui 3-4 mois plus tard, 5 mois plus tard. Ou bien je continue à être président, je dis à personne que j'ai appliqué, je démissionnerai si je suis nommé juge, mais si je ne suis pas nommé juge, je vais continuer à être président, puis je vais demeurer aussi impartial que je l'étais. Je vais demeurer aussi honnête que je l'étais avant. Puis là, à un moment donné, bien, quand c'est devenu public, il y a un membre de l'opposition qui m'a appelé. Puis il dit, « M. Vaillancourt, je ne suis pas nécessaire qu'on le nomme de toute façon aujourd'hui. » Il me dit, « M. Vaillancourt, je sais fort bien que ça ne vous empêchera pas d'être impartial puis d'être neutre. Mais comme je vous le disais tantôt, il y a aussi l'apparence d'impartialité, l'apparence de neutralité. C'est ça qui était attaqué. Et j'ai immédiatement démissionné de mon poste, mais de président, mais je demeurais député parce que je n'étais pas convaincu, moi, que j'allais être nommé juge. Il y avait d'autres candidats dans ce concours-là. Si je ne suis pas dans les recommandés ou si le ministre de la Justice ne me nomme pas, bien à ce moment, puis j'ai démissionné comme président et comme député, bien là, je me retrouve le bec à l'eau. Mes électeurs sont au courant du fait que j'ai appliqué. Je n'ai pas eu la fonction.
Puis ils n'auront probablement pas l'intention de me réélire 2 ans plus tard, parce que une fois que les gens prennent acte du fait que leur député veut s'en aller, puis il veut pratiquer le droit ou devenir juge, je suis convaincu qu'on ne m'aurait pas réélu aux élections suivantes. Fait que Donc, vous avez démissionné comme député quand vous avez obtenu le poste. Il n'y a eu aucun vide juridique. Ma lettre de démission comme député prenait effet à la seconde même, où entrait en vigueur l'arrêté en conseil du Conseil exécutif. Quel projet, quelle réalisation dont vous êtes fier d'avoir accompli pour vos commettants dans Jonquière? Première chose, je suis surtout fier d'avoir été élu député de Jonquière, puis je suis fier d'avoir fait tous les efforts pour représenter. Mais quand j'arrive pour bien les représenter, par exemple, des logements, des habitations à loyer modique. Bon, ça doit exister encore, ces habitations-là, aujourd'hui. Le programme doit exister encore, mais en tout cas, je sais que ma secrétaire m'a mis des belles photos là-dedans, puis elle disait, M. Vaillancourt, vous avez contribué à la construction dans notre comté de 142 HLM en telle année, puis il y a des photos des HLM. Je sais qu'on a réussi à convaincre le ministère des Affaires sociales de bâtir une résidence pour personnes âgées à Jonquière. On en avait déjà, mais la population s'en venait vieillissante, puis ça nous prenait une autre résidence pour personnes âgées. On n'avait pas de club de tennis intérieur dans le secteur Arvida du comté de Jonquière. Et on a créé un club de tennis intérieur avec plusieurs cours au club de Saguenay, Arvida. Après ça, évidemment, il y a eu l'aménagement du réseau routier. Je ne vous nommerai pas tout le nom des rues, mais il y a des boulevards là, à Jonquière qui ont été grandement améliorés. Après ça, un des beaux projets aussi dont je suis fier, c'est l'aménagement des rivières. Les villes ont pris l'habitude depuis quelques années de ménager les berges des rivières qu'ils ont au sein de leur ville. Je suis convaincu que le maire Lallier a dû faire des belles affaires à Québec aussi, là-bas de la rivière Saint-Charles ou autre. Mais à Jonquière, on avait une rivière qui s'appelait la rivière au sable. Et puis, les berges n'étaient pas aménagées du tout. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, mais le gouvernement du Québec a contribué là, financièrement avec la ville de Jonquière. Et je pense aussi le gouvernement fédéral, mais ça, je ne suis pas sûr, à l'aménagement, c'est de toute beauté, à l'aménagement des berges de la rivière au Sable. Vous avez passé 7 ans en politique comme député et président de l'Assemblée nationale. Après ça, une longue carrière de juge. Oui. Est-ce que vous avez trouvé plus d'épanouissement dans votre carrière de juge que dans celle de parlementaire? C'est une question qui n'est pas facile à répondre. Je vous dirai ceci, je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, ça m'a épanoui. Même si la politique, c'est un accident de parcours, ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Juste le fait d'avoir été député. Et en plus, le fait d'avoir été président de l'Assemblée nationale, bien ça, là, ça procure un épanouissement très, très grand. Donc, je ne peux pas comparer les deux. C'est des fonctions totalement différentes. Par contre, la présidence de l'Assemblée m'a permis assez facilement de passer de la présidence ou de la politique à la magistrature. Parce que quand on est capable, même si ce n'était pas toujours l'harmonie parfaite, mais quand on est capable de tenir sous contrôle 121 ou 122 ou 125 députés avec une télévision qui est là puis qui surveille tous les débats, avec bien souvent des estrades qui sont pleines, avec des partisans d'une option d'un côté puis des partisans d'un autre parti de l'autre côté. Quand on est capable de faire ça, puis on arrive pour présider un tribunal, il n'y a pas de comparaison. C'est beaucoup plus facile. Ça aide. Merci, M. Vaillancourt. Merci, M. Morin. Ça fut fort agréable.